chers visiteurs, bienvenue sur la chaîne. Je suis ici pour vous présenter Kharidja. Bonjour. Comme tu sais, Kharidja, j'aime beaucoup présenter les personnes qui ont des valeurs similaires aux miennes, dont les activités sont passionnantes ou dont le parcours est inspirant pour d'autres. Donc, est-ce que tu veux bien nous raconter qui tu es? Mais bien sûr, premièrement, je m'appelle Kharidja, bonjour. Alors, mon parcours et qui je suis. En fait, qui je suis définit en fait mon parcours. En quelques lignes, j'ai été adoptée à 18 mois parce que ma mère est décédée en couche. Donc d'office on fait le lien, décédée en couche. Voilà, depuis que j'ai 7 ans, en fait, je veux être sage-femme pour pouvoir justement aider les femmes en Afrique. Donc mon idée c'était quand même d'aller en Afrique et faire en sorte qu'il n'y ait pas d'autres orphelins, tout simplement parce qu'on arrive au monde. Donc mon parcours a déjà été tracé par rapport à cette histoire. Le petit truc supplémentaire, c'est que tout simplement, au niveau scolaire, ça ne suivait pas. Donc le scolaire traditionnel, je ne comprenais pas outre mesure. Il faut savoir que je suis arrivée à terme. Donc quand je suis née, j'étais à terme, donc j'avais 9 mois, mais je faisais 1,5 kg. C'est pas beaucoup ça. C'est vraiment très peu. Et du coup, mes parents adoptifs m'ont toujours raconté que j'étais prématurée. Donc prématurée, je comprenais que mon parcours scolaire fut scabreux, mais en fait j'étais à terme. Donc c'est encore pire, j'ai envie de dire. Ce qui explique vraiment mon parcours un peu difficile, scolaire, d'apprentissage, d'intégration. Et mon entourage ne croyait pas spécialement que j'arriverais à être sage-femme. À tort ou à raison, qu'importe. Toujours est-il que déterminée, un peu têtue, et boostée vraiment par cette mission. Voilà, je me suis vraiment impliquée dans cette mission. Et voilà, quelques années plus tard, je deviens et infirmière et sage-femme. Donc je finis infirmière en 2006. Parcours scabreux quand même, il faut dire. Et sage-femme en 2008. Et mon diplôme en poche, je me suis dit génial, je vais pouvoir changer le monde, entre guillemets. Mais de poste en poste, d'hôpitaux en hôpitaux, je me trouvais malgré tout pas ma place. Et là, je me suis dit, écoute Kharidja, tu as fait toute ta vie, tu as voulu être sage-femme depuis que tu as 7 ans, est-ce que tu t'es plantée? Comment tu as su que tu n'étais pas à ta place à ce moment-là? Comment tu l'as senti? Comment est-ce que j'ai senti que je n'étais pas à ma place? Parce que même si lors de ma formation, je me disais qu'il y avait des choses que j'allais changer, que je n'allais pas faire pareil, je pensais que j'allais faire comme mes autres copines, trouver un poste, m'épanouir, m'éclater en salle de naissance et faire du travail à la chaîne. Je pensais que j'étais faite pour ça. Et quand je suis arrivée sur le terrain, je me suis dit non, c'est juste pas possible. Devoir dire à la patiente que le gynéco n'est pas là parce que la vraie raison c'est qu'il est en train de boire un verre et qu'il est trop bourré pour rentrer, ou qu'il n'a pas envie de rentrer, devoir mentir à la patiente et lui dire ne poussez pas tout de suite parce que le médecin n'est pas là, c'était pas pour moi. Devoir dire à la patiente qui arrive à 10 h du soir, je ne veux pas la péridurale, elle ne la veut pas, mais comme c'est 10 h du soir, on sait très bien que l'anesthésiste va vouloir dormir, alors on pousse la femme à prendre sa péridurale avant 6 h du matin, donc on lui dit, vous ne la voulez pas maintenant, vous ne l'aurez pas avant 6 h du matin. Donc la femme va effectivement, évidemment, stresser. Voilà, toutes ces petites choses comme ça qui n'étaient pas en lien avec moi, parce que moi j'aime aller lentement, à mon rythme, être en contact direct avec les patients, leur donner la possibilité, surtout dans ce cadre de naissance. La naissance, c'est quand même quelque chose d'intime, c'est quelque chose, pas d'unique forcément, mais si, chaque naissance est unique au final. Et je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas, j'ai besoin de travailler autrement. Et donc, quelque part, en plus de ne pas te respecter à ce moment-là, tu te sentais poussée à faire en sorte que les femmes ne se respectent pas non plus elles-mêmes. Donc, non seulement je n'étais pas alignée avec le fond de moi-même, mais en plus de ça, on me demandait de faire quelque chose qui n'était pas acceptable pour moi par rapport à la femme en couche et par rapport à cette zone fragile, il faut dire. Enfin, voilà, le monde de la grossesse, c'est quand même quelque chose de particulier.
Dans le temps d'ailleurs, les sages-femmes étaient considérées comme des sorcières. Tout ce monde un petit peu obstétrique et un peu, on en a peur ou on l'aime bien, c'est un monde un peu mystique. Mais c'est vrai que c'est un miracle. Ça reste un miracle, je veux dire, rien que là, même si la naissance est fragile en soi, ça reste l'événement le plus marquant et le plus inexplicable Tout à fait. qui existe dans le monde. Tout à fait. Oui, bon. Et de ce fait-là, je me suis dit, bon, ok, il y a quelque chose de plus naturel. Quelque chose de plus naturel peut être fait. Mais je ne savais pas quoi, parce que lors de mes cours, lorsqu'on a été sensibilisé à tout ce qui était homéopathie, tout ça, je me rappelle à l'époque, j'étais en secondaire, un truc comme ça, j'avais une amie qui se soignait à l'homéopathie et je me foutais de ça. Poire, quoi. Je rigolais, je dis, mais ça marche pas ton truc, c'est juste la mémoire de quelque chose, qu'est-ce que tu veux? Et moi, voilà, 10-15 ans plus tard, je fais un revirement à 180 degrés, je suis à fond pour tout ce qui est homéopathie, fleurs de bac, aromathérapie, là je vais bientôt étudier la gémothérapie, et j'ai complètement viré ma cutie, j'ai envie de dire, j'ai complètement viré ma vision, et en plus de vouloir prendre en charge la femme enceinte, en lisant énormément, je suis tombée sur des textes de Michel Audin, quelqu'un de remarquable, de Ena May aussi, une sage-femme américaine. Michel Audin, c'est un gynéco français, qui dit, et c'est sur ça que je pars maintenant pour me réorienter, qui dit que pour changer le monde, il faut changer la manière de naître et la manière d'accueillir l'enfant et la femme en couche. Et donc, alors, est-ce que tu veux bien nous expliquer ce qui se passe pour toi là maintenant? Qu'est-ce que tu fais maintenant qui est différent et oui, justement, grâce à cette découverte que pour changer le monde, je ne vais pas changer le monde, mais j'ai vraiment cette envie d'apporter quelque chose aux femmes et donc pour prendre, j'ai envie de dire, prendre en charge la femme qui est enceinte, c'est déjà trop tard. C'est déjà très chouette d'accompagner une femme enceinte et qu'elle soit accompagnée par une sage-femme de manière bienveillante. Mais j'ai envie de travailler avec la femme en général. En général, pourquoi? Parce que je suis une femme. Je ne suis pas encore maman, mais je suis une femme. Et mon parcours de femme n'est pas le plus facile et n'a pas été le plus facile. Je suis jeune, j'ai le sourire. Mais voilà, le parcours d'une femme en général, je pense, est un parcours riche, enrichissant. Et je me dis, si je peux être quelque chose comme ça auprès des femmes que je côtoie, j'aurais réussi ma mission, j'ai envie de dire. D'accompagnement naturel, global, que ce soit de la femme enceinte, mais de la femme non enceinte, de la femme en général. J'ai envie d'accompagner cette féminité dans ses hauts moments, mais dans ses moments les plus difficiles aussi, grâce à des tables rondes que j'ai converties en Harmony Time. Grâce à des soins, grâce à des massages, grâce à des consultations naturelles, mais vraiment ce souci de prendre d'accompagner cette femme, cette féminité, que chaque femme qui vient me voir, j'ai envie de dire, puisse se reconnecter à son essence, sa féminité, afin qu'elle puisse se recentrer, se recadrer et trouver l'harmonie en elle. Ça c'est le premier volet. Et alors il y a ce volet aussi, toujours envie d'être missionnaire en Afrique. Oui, j'ai un parcours quand même chrétien, je suis chrétienne, on ne peut pas tourner autour du pot. Et grâce à ce que je fais ici en Europe, j'ai envie de pouvoir aider le Sud, justement dans tout ce qui est développement de la féminité, périnatalité, de l'enfant. Dans lequel tu as déjà eu l'occasion de voyager. Voilà. Donc d'où mes origines. En fait, j'ai vraiment l'impression que tout mon rêve et tout ce dont je rêvais, et qui me semblait complètement impossible, est bien en train de se mettre gentiment en place. Donc c'est vrai que régulièrement, depuis 2013, j'ai découvert le Burkina Faso, le centre de Piella, et j'y vais chaque année en fait. Et je trouve certains objectifs, des lieux et des endroits où je peux vraiment être efficace. Là dernièrement, je suis allée au Burkina à Piella et j'ai travaillé avec les femmes sur la rééducation du périnée par exemple. Et vraiment mon souhait c'est de retourner en Afrique, que ce soit le Burkina, mais ça peut être ailleurs aussi, et pourquoi pas former le personnel là-bas, l'initier à faire autre chose, parce qu'évidemment
On prend l'exemple de l'Afrique qui est proche de la nature, voilà, moi j'avais l'idée que la femme en couche en Afrique se bougeait, se mobilisait, parce que ce sont les images que l'on prend. Dans mes cours, mes profs me disaient oui, il faut prendre l'exemple en Afrique et tout. Mais en réalité, quand je suis arrivée dans les salles de naissance, les femmes restent assises et ne bougent pas. Et je me dis non, qu'est-ce qui se passe? Mais en fait, ce sont les éléments, elles veulent faire comme en Europe. Ouais. En fait, elles prennent le mauvais de l'Europe et elles le mettent chez elles. Et elles le mettent à leur sauce en Afrique. Et non, je veux pouvoir, au travers de ma formation, au travers de ma pratique, que ce soit en Europe ou dans les pays du Sud, en Europe, j'aimerais bien apporter la physiologie. Donc même quand ça ne va pas, il y a moyen de rester physiologique. Et vraiment sensibiliser le personnel soignant à cela, ou en tout cas sensibiliser mes patients. Vraiment apporter un message sous plusieurs formes. Voilà, parce que même si on est dans la pathologie, il est important de rester connecté à bébé, par exemple. Même, voilà, on ne sait. C'est vrai que quand c'est une situation de stress en salle de naissance, il y a tout le monde qui part en rythme, c'est tout à fait normal. Mais on oublie le principe on oublie le principe de la physiologie. Et en Afrique, aider, leur donner cette possibilité d'améliorer la qualité des soins sans renier leur origine, sans renier ce qu'elles sont vraiment, parce qu'elles sont africaines, elles sont dans le champ, elles ont bébé au dos avec leur portage, avec leur pagne, ça qu'elles continuent, surtout qu'elles continuent à faire ça. Maintenant, si on peut éviter les prolapsus, si on peut éviter les césariennes d'urgence, parce qu'on n'a pas remarqué que bébé était mal mis, toutes ces techniques-là de survie sont vraiment importantes. Moi, ma mère est décédée tout simplement d'une hémorragie du postpartum, entre guillemets, qui aurait pu être, je pense, canalisée si elle avait été à l'hôpital, si elle avait été suivie correctement, si... Je ne suis pas spécialement pour l'accouchement à l'hôpital, même en Afrique, mais qu'il soit encadré. Et voilà, je ne suis pas une férue, je ne suis pas une acharnée de la physiologie, Je ne suis pas contre la médicalisation. Je ne suis pas du tout, parce que, enfin, voilà, je suis drépanocytaire, heureusement qu'il y a les médecins, j'ai été rapatriée, heureusement. Heureusement. Maintenant, je ne suis pas pour la médicalisation à tout prix, systématique. Je ne suis pas contre la péridurale, du tout. Et je suis contre le systématique. Parce que c'est plus confortable, parce qu'il faut savoir que les positions à l'hôpital d'accouchement ne sont pas faites pour le bien-être de la patiente, elles sont faites pour le bien-être du gynécologue, pour qu'il n'ait plus qu'à s'asseoir, mettre ses mains et accueillir bébé. Maman, elle est sur le dos, comme si les lois de la nature avaient changé. Il faut savoir que la pesanteur, c'est l'attraction, la gravité, c'est vers le sol. Et pourquoi est-ce qu'une femme qu'on veut, qui est en menace d'accouchement, prématurée évidemment, pourquoi est-ce qu'on lui dit de se coucher? Parce qu'on sait très bien que si elle se couche, il n'y a plus d'appui au niveau de son col et son col ne travaille pas. Donc ça c'est logique. Mais pourquoi est-ce qu'une femme, que l'on veut qu'elle accouche, on lui dit aussi de se coucher? Ce n'est pas normal. Donc arrêtons de vouloir voir notre propre confort, arrêtons de voir le plus simple et soyons beaucoup plus en écoute avec les femmes que nous accompagnons, faisons un service personnalisé, sur mesure. C'est vrai que moi, mes soins, il faut quand même bien les cibler, les catégoriser. Mais si maman a besoin d'autre chose, on peut faire une combinaison, petite bloc. Voilà. Voilà, ça c'est vraiment mon leitmotiv, essayer de m'adapter grâce à un kaléidoscope. Un kaléidoscope émotionnel, psycho-affectif. Mon rôle de sage-femme ou d'accompagnante dans la féminité passe par le savoir, parce que je suis toujours en formation continue, j'ai envie de dire, mais passe par le savoir-être avant tout. Parce que tu peux savoir faire, tu peux connaître, mais si tu n'as pas le savoir-être, tu es à côté de ta plaque. Et pourquoi, pour répondre à ta question tout à l'heure, pourquoi est-ce que je ne me sentais pas alignée quand j'étais à l'hôpital? C'est parce qu'il n'y a pas le savoir-être. C'est parce que le savoir-être n'est pas le fondement, en fait, j'ai envie de dire, de ce que je ressens, le fondement de la prise en charge et de l'accompagnement, tout simplement. Voilà. Et donc les personnes qui regardent cette vidéo, qu'elles soient enceintes ou pas enceintes,
comment tu pourrais les aider à avoir mieux conscience de leur corps, mieux conscience de leurs difficultés, que ce soit dans le parcours de la grossesse ou bien dans leur parcours psychologique et pratique actuel, leur parcours de vie. J'invite la femme à vraiment prendre conscience de chaque partie de son corps qui est touchée. Une autre maman, par exemple, mais qui a accouché il y a 3 mois, son bassin, je lui ai resserré son bassin et en le resserrant, je l'ai invité à respirer dans son bassin, gauche, droite, à vraiment... On est dans un monde où tout va vite, on prend conscience de rien. On avance, on marche, on ne se rend même pas compte qu'on marche parce que c'est spontanément, juste qu'on s'en rend compte quand on est en bonne santé, quand on a des problèmes pour marcher. C'est sûr que quand on en est privé, on en a tout de suite quand on est privé, on en a plus conscience. Et j'invite vraiment lors de mes soins à la femme à prendre conscience de son bras, de son corps, de sa main. C'est tout bête, mais rien que ça aide beaucoup à se reconnecter à soi-même. De plus, j'utilise des huiles essentielles. En plus de ça, alors il y a N-Ferrado, donc c'est une technique ostéopathique qui permet également de retravailler au niveau du corps, donc soulager les tensions, mais au niveau de l'esprit, qui permet aussi d'apaiser les tensions internes, j'ai envie de dire les tensions psychologiques, avec les fleurs de Bach. Vraiment inviter cette femme à prendre du temps pour elle. Voilà, elle vient pendant 2 heures, 1h30 en soins chez moi. Et bien, je suis focalisée que sur elle. Je suis focalisée sur elle, je suis focalisée sur ce qu'elle me raconte. Moi, pendant les soins, je ne parle pas spécialement, je parle que si ma patiente parle. Je parle avant, je parle après, mais pendant le soin, généralement, c'est un moment solennel, entre guillemets. Et voilà, je pose des questions juste pour ajuster ma pratique, par exemple, pour être sûre que ce que je ressens, c'est ce qu'elle ressent. Le fait d'être particulièrement prise en charge, ou en tout cas écoutée et encadrée, enveloppée quelque part dans cette période difficile. Et si je me souviens bien, dans de nombreux pays comme l'Inde ou l'Afrique, les femmes, lorsqu'une femme est enceinte, elle est encadrée par toutes les femmes qui sont autour. Dans le temps, dans l'histoire de la naissance, en tout cas en Europe, la naissance est une histoire de femmes, mais non, je ne veux pas exclure les hommes, ce n'est pas ça. Mais c'est que, il y avait la grand-mère, la mère de la fille s'occupait du ménage, la sœur s'occupait de faire les courses, la femme n'était pas seule. Actuellement, nous sommes dans une famille mono. Actuellement, chaque famille est seule dans sa maison. Et c'est bien, c'est un avantage, on n'a pas les parents, on n'a pas les grands-parents sur le dos, c'est très bien. Mais au niveau de la transmission des traditions de génération en génération, on perd de plus en plus, on perd cet instinct. Voilà, l'allaitement devient un truc complètement sportif, alors qu'à la base, c'est quelque chose de naturel. C'est un instinct qu'on a en soi, mais depuis qu'on est petite, on nous dit « faut pas se fier à l'instinct, faut pas te fier à ton instinct ». Donc on intellectualise tout, mais la naissance et le monde de la naissance et le monde périnatal est tout sauf de l'intellectualisation, c'est de l'instinct. Et à partir du moment... Et j'ai envie de dire, la femme n'est plus instinctive, ça se réapprend. Mais ça se réapprend. Et au travers de mes ateliers, au travers de l'accompagnement que je peux offrir, au travers de différents ateliers, j'ai 8 clés de base, entre guillemets, qui parlent de la grossesse, donc au tout début, qui parlent de la respiration, relaxation. Donc il y a une séance où je fais de la méditation, entre guillemets, pour vraiment prendre conscience de son corps. Il y a un atelier allaitement, un atelier position d'accouchement, vraiment toutes ces choses-là pour la femme enceinte, vraiment pour qu'elle puisse intérioriser chaque geste. Et finalement, le but, au final, vraiment principal, c'est que les couples soient autonomes, qu'il n'ait pas besoin de m'appeler quand même ça ne me dérange pas. Et donc mais le couple est pris en charge. Voilà, le couple est accompagné vers une autonomie. Qui puisse être autonome. Ça c'est pour le couple enceinte et pour la femme enceinte, mais aussi qu'elle soit accompagnée vers une autonomie, vers une... parce en se connaissant, en étant aligné avec soi-même et en étant en harmonie, finalement, on peut s'ouvrir aux autres et on peut faire du bien, finalement, aux autres. On peut faire du bien, que ce soit parce que tu es chrétien, que ce soit parce que tu as une philosophie de vie, parce que ceci, parce que cela. Mais si tu es préoccupé par tes problèmes, tu ne peux pas
te consacrer au bien-être de l'autre, de ton voisin, de ton couple, même de tes enfants. Si tu es aligné avec toi-même, si tu es en harmonie avec ce que tu vis, ce que tu es, eh ben, tu es beaucoup plus disponible et disposé à t'ouvrir aux autres et à faire du bien autour de toi, pour toi et Donc pour ça les fait autres. partie des éléments, des moteurs qui t'ont donné aussi le courage quand même pour passer d'un avant à un après, parce que c'est pas toujours confortable et pas toujours facile à mettre en œuvre, parce que si j'ai bien compris, il y a aussi beaucoup de nouveautés qui sont en train de se passer pour toi. Mais Donc oui. comment est-ce que si tu devais donner quelques petites astuces, ou on va dire quelques petites clés qui t'ont permis de garder le cap comme ça pendant toute cette modification de professionnel, qu'est-ce que tu pourrais partager avec d'autres pour garder justement ce cap? Garder le cap, garder le focus sur ce que tu veux. Donc, définir déjà ce que tu veux. Je pense que définir ce que l'on veut est déjà une bonne chose. Ça prend du temps. Moi, depuis petite, je sais que je veux être sage-femme, mais je ne savais pas quelle sage-femme je voulais être. Et quand tu as ton diplôme en poche et que tu te dis de toute façon je serai ce genre de sage-femme et que ça ne cadre pas, il y a de quoi flipper. Il y a 5 ans, il y a 3 ans, j'étais en total what the frites quoi. Oui, on est en Belgique quand même. Donc définir ce que tu veux. Une fois que tu as défini ce que tu veux, définir l'objectif avec lequel tu veux utiliser. Donc parce que c'est pas tout de savoir ce que tu veux, mais avoir l'objectif te permet vraiment alors de faire de la phase A à la phase B. Puis une fois que tu as l'objectif, trouver les moyens. Les moyens, ce sont les personnes ressources, ce sont des stages, ce sont de la lecture, beaucoup de lecture. Enfin, il faut beaucoup lire, beaucoup aller sur internet. Je suppose que tu es tout à fait d'accord avec moi. Au secours. Et il y a aussi une phase d'hibernation où tu n'as plus aucune idée. Donc tu as la phase, j'ai ce que je veux faire, j'ai le focus, je lis beaucoup, et puis tout d'un coup tu as la phase de qu'est-ce que je fais? Je fais quoi avec tout ça? Et puis là tu te stresses, tu te dis mais j'ai fait tout ça pour rien. Mais après tu as la phase de je rebondis et avec les ressources que j'ai eues, avec ce que j'ai pu lire, et j'arrive à définir encore plus. Mais ça prend du temps, ça prend du courage, ça prend de l'argent, ça prend de l'énergie. Là, sur un mois, j'ai fait un site accompagné, accompagné de professionnels, de personnes passionnées, une photographe qui me fait des photos extraordinaires, mais une amie qui fait un site extraordinaire, qui me fait une mise en page extraordinaire. Pendant un mois, je me suis focalisée sur du contenu, et on vient de publier là maintenant. Et c'est un ouf de soulagement, mais je sais que je n'ai pas fini, mais une grosse étape est faite. Donc du coup, oui, les émotions, la cerise, puisque comme on le sait, le chemin est rempli d'embûches, scabreux, et c'est voilà, avec quelques nuits blanches au passage. Mais alors là, voilà, les émotions, la cerise sur le gâteau, c'est quoi? La cerise sur le gâteau, c'est voilà, tout ce qui est super... sur chaque marche qu'on gravit, justement, même s'il n'y a pas d'aboutissement en soi et que c'est le chemin qui est le plus passionnant et le plus agréable, c'est quoi les petits trésors Les petits trésors, c'est, même pour mon cas en tout cas, les petits trésors, c'est de voir, un article de plus est écrit, et puis l'article, je le vois sur le site, et puis le trésor, c'est aussi se dire, écoute, où est-ce que j'étais en septembre? Donc en septembre 2016, il n'y a pas longtemps, j'étais en train de voyager pour telle formation, que je suis en train d'utiliser à fond, c'est Enfermedo. En octobre, j'étais à Malaga pour encore une autre formation d'Ayurveda, mais que je suis en train d'utiliser maintenant. En fait, les cerises sur le gâteau, ce sont les petites choses. Il ne faut pas s'attendre à de grands signes. C'est juste te poser et te dire, ok, où est-ce que j'étais il y a un mois? Il y a un mois, je n'avais pas de site.
J'avais un site qui était pourri et qui était obsolète, complètement moche. Ça, c'est bien à moi. Et la cerise sur les gâteaux se trouve là où est ton cœur de 1 et se trouve voilà, en faisant des rétrospectives de temps en temps. Quand tu te sens complètement épuisé et que tu te dis ouais, de toute façon, ça sert à rien tout ce que je fais, relève-toi, remonte tes manches et dis-toi ok, où est-ce que j'étais l'année passée par rapport et le retour des personnes. Donc voilà, la rétrospective et le retour des personnes. Avoir confiance, je pars du principe qu'à partir du moment où tu fais quelque chose pour le bien des autres, pas au détriment de toi, mais à partir du moment où tu pars d'une bonne intention, à partir du moment où ton but c'est vraiment de faire du bien aux autres, il n'y a que du bon qui peut en ressortir. Après moi j'ai la petite cerise sur le gâteau entre guillemets ou dans les coups de mou, mais je sais que je suis pas seule et avec ça je m'appuie sur un verset de la Bible qui se trouve dans Philippiens et qui dit tout simplement que je puis tout par celui qui me fortifie. Donc même si à un moment je me dis je peux pas, je ne peux plus, je veux être sage-femme mais je n'arrive pas à trouver le chemin que tu veux me montrer, mais donne-moi de l'aide quoi, donne-moi un petit coup de pouce, si jamais... Et alors à ce moment-là, j'ai ce dont j'ai besoin, non pas spécialement ce dont j'ai envie, mais à ce moment-là j'ai exactement ce dont j'ai besoin, voilà, parce qu'il sait ce dont j'ai besoin, et moi je ne sais pas toujours ce dont j'ai besoin. Et ça, ce sont les cerises sur le gâteau. On est en transition, et quand on est en transition, c'est sans filet, on est sans parachute, on n'a rien. Parce que justement, on a décidé de quitter nos parachutes, on a décidé de quitter nos filets. Parce que nos filets, finalement, c'est sécuritaire, mais ça nous emprisonne. Maintenant, je suis seule, j'ai mon chien, la rigueur, j'ai pas de gros risques financiers. Donc je comprends si toi, tu as une famille, tu as des enfants, que tu sois un peu plus réticente. Mais si tu as un rêve, ne quitte pas cette terre. On ne sait pas quand on va la quitter, je sais. Mais ne quitte pas cette terre sans avoir mis un pied sur ce rêve, dans ce rêve, parce que tu vas le regretter. On n'est pas obligé de faire une transition de A à Z comme une tornade. La transition se fait en petit à petit. Voilà, je suis diplômée infirmière depuis 2006, sage-femme depuis 2008, on est en 2017 maintenant. Ma transition ne s'est pas faite en un an, ne s'est pas faite en un coup, même si parfois j'aimerais bien que ça aille beaucoup plus vite. Mais une transition, justement, c'est ce qui te permet d'asseoir tout ce dont tu as besoin, de mettre ton pied, de bien l'ancrer, d'avancer, de bien ancrer chaque pas, et en fin de compte, pour arriver à autre chose qu'une transition, à un mode de vie. Mais sache qu'une transition est un peu flippant, parce que t'es sans filet et t'es sans parachute. Et si t'as pas une équipe, ton entourage, ton compagnon, machin, qui te soutient un petit peu, il y a de quoi évidemment perdre un petit peu pied. Mais c'est une transition qui en vaut la peine parce que finalement, tu vas faire ce que tu veux, ce que tu estimes correct, ce que tu estimes juste. Et même si t'es qu'à moitié en transition, c'est déjà en transition, c'est déjà ça. Alors pour me contacter, pour voir un peu mon environnement, mon ambiance, ce que j'offre, ce que je propose comme accompagnement, c'est www.kaleidoscope-lafemmehenharmonie.com. Ça c'est mon site internet. Voilà, ça va être une zone de ressources. N'hésite pas, tu as envie d'être accompagné pour ta grossesse, n'hésite pas, tu as envie d'un atelier massage, n'hésite pas, massage bébé, n'hésite pas, tu as envie tout simplement d'être accompagné dans ta féminité, n'hésite pas. Enfin voilà. Merci beaucoup à toi et puis nous deux on se revoit bientôt puisque forcément moi je me fais soigner par là-bas.